fois, Docker, Kubernetes, tout ça se mélange un peu. Donc on va commencer par un rappel des bases. Ensuite, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc Kubernetes Cloud vs on-premise, quelles sont potentiellement les principales différences. Mais au-delà donc de citer ces différences, ce qui sera peut-être intéressant pour vous, c'est de vous faire en fait un retour de enfin 4 retours d'expérience dans différents contextes, chez différents clients avec différents cas d'usage. Ensuite, rapidement, je vous présenterai ce qu'on est capable ce qu'on est capable de faire, quelles sont nos expertises dans le domaine, et on finira par des questions-réponses si vous en avez. Donc, allons-y. On va commencer donc par les bases. Comment parler de Kubernetes sans parler de Docker? Et c'est d'ailleurs très important d'en parler là, de Docker. Euh, Juste pour rappel, Docker en fait ne fait qu'implémenter des fonctionnalités qui existent dans le noyau, dans le noyau Linux, pardon, qui va permettre de containeriser, de namespacer en fait. Euh, pardon, excusez-moi, donc de namespacer le réseau, en fait de containeriser en fait les ressources. Docker à la base sert notamment pour créer des images. Il faut garder à l'esprit que Docker, donc effectivement, va pouvoir exécuter les images, mais il a cette capacité de pouvoir créer des images. C'est pour ça que vous entendrez généralement souvent parler de fichiers Dockerfile ou Docker Compose. Le Dockerfile, c'est un fichier qui va permettre, à partir d'une image, qui se trouve généralement une image racine qu'on va généralement trouver donc sur un site qui s'appelle Docker Hub. Donc c'est un registry en fait qui va contenir un ensemble important d'images. Et donc le Dockerfile, on va partir de cette image, on va commencer par dire from cette image, et ensuite on va pouvoir construire l'image qui va répondre à notre besoin. Donc ça peut être un serveur web, ça peut être une base de données, ça peut être évidemment énormément de choses. Le Dockerfile donc va juste créer une image. Le Docker Compose, lorsque vous entendez parler de Docker Compose, là on est plus en fait sur l'exécution de plusieurs containers. C'est-à-dire que plutôt de créer une image, de la lancer, enfin de lancer les images une par une, le Docker Compose va notamment permettre de lancer, d'exécuter, de construire et d'exécuter plusieurs containers à la volée, donc pour simplifier les choses. Quelque chose de très important qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'un container est éphémère par nature. C'est-à-dire qu'il a vocation à être détruit, recréé, ce qui fait que ça peut être problématique pour le stockage. Et ça, c'est quelque chose qu'on adressera pour la suite. Évidemment, Docker était un outil formidable pour les devs à la base, puisqu'il permettait de reproduire avec facilité des environnements de production, donc dans des environnements de dev, de pouvoir créer des infrastructures relativement complexes, et tout ça sur un poste de travail. Donc c'est devenu un outil formidable. Et de par en fait sa légèreté, alors pour reposer les principes, Docker, en fait, on n'est pas sur de la machine virtuelle. En fait, les containers vont se partager le même OS. Ils vont pas, ce qui fait qu'on est sur des choses très très légères. Et ce qui a les différences, par exemple, d'une machine virtuelle, lorsqu'on va lancer un container, ce container, en fonction du service qu'il héberge, va pouvoir démarrer en quelques secondes. Donc, en quelques secondes, voire plusieurs secondes. Effectivement, ça dépend ce qu'on y met dedans. Et du coup, c'est devenu aussi un formidable outil pour les déploiements lorsqu'il s'agit de déployer une nouvelle version d'un applicatif. Vulgairement, enfin schématiquement, ce qu'on va faire, c'est éteindre le container, leur démarrer sur une nouvelle image. L'applicatif, du coup, est à jour, et ça s'est réalisé en quelques secondes, voire quelques minutes. Je vous disais qu'il était important de parler de Docker parce qu'en fait, finalement, on va dire que sans Docker, Kubernetes n'aurait pas forcément eu de sens dans un premier temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Docker, en fait, Kubernetes ne supportera plus Docker à la fin de cette année.
Alors ça s'explique, pour différentes raisons. La première, c'est que, Docker, comme je vous le disais, permet effectivement de lancer des containers, mais aussi de créer les images dont les containers vont se nourrir. Et ça, côté Kubernetes, c'est pas quelque chose, dont on a forcément besoin, puisque Kubernetes, lui, va orchestrer en fait va orchestrer ces containers, mais à aucun moment il va avoir besoin de builder ce qu'on appelle builder des images. Donc, finalement, Kubernetes a un gros binaire Docker qui est capable de faire énormément de choses, qui du coup offre potentiellement plusieurs des niveaux d'attaque différents, puisque plus on est riche en fonctionnalités, plus on s'expose. Et du coup, c'est notamment pour cette raison que finalement Docker ne sera plus supporté et va vraisemblablement, enfin il y a plusieurs alternatives, hein, de container runtime, mais Containerd semble une alternative qui semble, qui semble se généraliser. Donc, comme je vous le disais, donc Kubernetes, là, ce coup-ci, on passe du côté orchestration de containers, puisque bon, les containers, c'est très bien, on peut les lancer, on peut les lancer rapidement, mais ensuite, c'est pareil dans le monde virtualisé, c'est qu'à un moment, il va falloir assurer une certaine redondance. Être capable, si j'ai un serveur avec tous mes containers Docker, si mon serveur tombe, naturellement tous mes containers vont tomber et mon applicatif ne sera plus disponible. D'où nécessairement l'intérêt d'orchestrer tout ça, d'être en capacité de pouvoir déplacer les containers au sein d'un cluster. Donc un nœud tombe, les containers vont être redémarrés sur un autre nœud. Si jamais on a une contention de ressources sur un nœud, potentiellement les containers vont pouvoir être redéployés sur un autre nœud. Alors on verra que Kubernetes, on parle plus de containers, c'est plus l'unité, on parle de pod, mais il faut retenir qu'un pod, c'est juste un ou plusieurs containers. Ce qu'il est important de savoir aussi, c'est que mon Kubernetes, c'est un projet de la Cloud Native Computing Foundation. À la base, c'est issu de Borg. Borg, c'est une solution qui a été développée par Google et qui permet d'orchestrer tous leurs microservices. Euh, Google a également donc s'est inspiré de Blog pour développer Kubernetes et a cédé donc Kubernetes à la Cloud Native Computing Foundation. Alors les cas d'usage d'un Kubernetes, ils sont très variés, même si effectivement à l'heure actuelle maintenant on a tendance à franchement à taguer et associer Kubernetes avec la notion de microservice. C'est vrai que c'est très tendance et puis il s'y prête très bien puisque c'était finalement le socle natif, hein, à la base, que ce soit Borg ou Kubernetes, sa valeur ajoutée, c'est de pouvoir orchestrer des workloads sur un certain nombre de nœuds et de manière optimisée et intelligente. Donc effectivement, on parle forcément de microservices. En revanche, les cas d'usage peuvent être divers et variés. Ensuite, il faut encore que ça représente un intérêt, puisque rien n'empêche de déployer une grosse application monolithique dans un cluster Kubernetes. Ensuite, bon, il faudra voir s'il y a un intérêt, puisque voilà, c'est quand même, enfin, on migre pas sur Kubernetes pour se faire plaisir. Et d'ailleurs, il faut surtout pas faire ça. Les cas d'usage les plus courants, donc hormis les microservices, on va y retrouver évidemment tous les déploiements d'applicatifs entre guillemets modernes, donc tous les applicatifs web, quel que soit le langage utilisé. Et Kubernetes, là, l'arme absolue, c'est que justement, il va permettre d'orchestrer, de scaler en fonction des contentions de ressources, va assurer la disponibilité, va faciliter en fait le déploiement, le release de nouvelles versions d'applications. N'hésitez pas à poser des questions ainsi. Si vous en avez. Donc un cluster Kubernetes, bon c'est voilà à quoi ça ressemble, hein, c'est les différents composants d'un cluster. On va parler de maîtres et de workers, de nodes. Donc bien sûr les maîtres, hein, sont là pour assurer la gestion complète du cluster, son intégrité. L'élément majeur, l'élément essentiel, le cœur de Kubernetes, c'est son API en fait. C'est l'API serveur,
ce que vous voyez dans la première brique. Donc l'API serveur, c'est vraiment le point d'entrée du cluster Kubernetes. Tout passe absolument par l'API serveur. Juste à côté de l'API serveur, vous allez trouver l'etcd. Donc l'etcd, c'est une base de données clé-valeur qui permet de stocker toute la définition du cluster, de stocker les différents états du cluster, des pods. Bref, c'est vraiment la mémoire du cluster. C'est un composant sensible et c'est pour ça qu'en production, on va rarement trouver un seul master. On aura plusieurs masters pour justement pouvoir répliquer cette base etcd. Parfois, dans des gros environnements, on va même sortir la base etcd du master, on va la mettre à côté et ça va permettre notamment de pouvoir gérer plusieurs clusters sur une même base etcd. Le control manager, c'est une loupe qui s'assure en permanence, qui vérifie en permanence l'état du cluster, l'état des différents composants. Ensuite, vous avez les nodes. Les nodes, c'est là où va s'exécuter le workload. Une des best practices, même si on peut le faire sur le master, c'est de ne pas faire tourner de workload applicatif sur le master. On va faire tourner ces workloads sur les nodes ou sur les workers. Donc, on va retrouver Docker ou pas. Comme je vous l'ai dit, ça pourrait être remplacé par Containerd ou par CRI-O. Voilà, il y a différentes alternatives. Le runtime container qui va être chargé d'exécuter les images, de lancer les containers avec les images. D'exécuter les images. C'est Kubelet, en fait. C'est un composant, c'est lui qui est chargé de lancer, d'exécuter. C'est l'API serveur qui va lui demander d'exécuter les différents containers. C'est lui qui se charge de cette partie-là. Et le Kubernetes Proxy va gérer toute la partie réseau, évidemment, donc toute la partie communication entre les différents containers. Donc, vu comme ça, voilà, on est sur quelque chose qui semble assez simple. Peu de composants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que justement, là, comme je le disais, la force de Kubernetes, c'est vraiment son API, et son API est extensible. C'est-à-dire que vous allez trouver un écosystème de plugins, mais assez, alors pas démesuré, mais un large éventail de plugins qui vont pouvoir vous permettre d'adresser des problématiques réseau, qui vont vous permettre d'adresser les problématiques de stockage. Enfin, je dis problématiques, c'est pas vraiment des problématiques. Voilà. Quelques mots-clés qui me semblent somme toute importants. Vous entendrez nécessairement parler de kubectl. Alors kubectl, c'est la ligne de commande, l'outil, la CLI qui permet de manipuler donc Kubernetes. Donc bien entendu, lorsqu'on manipule la CLI, en fait derrière ce qui se passe, c'est que la CLI va solliciter l'API, donc l'API serveur pour lui envoyer ce qu'on souhaite. Donc kubectl, c'est l'outil indispensable lorsqu'on administre un cluster Kubernetes ou qu'on exploite un cluster Kubernetes. Vous entendrez, alors j'en ai parlé, vous entendrez forcément parler de pod, de deployment et de service. Alors là, ce sont des objets en fait qu'on va manipuler. Donc le pod, comme je vous le disais, c'est l'élément atomique de ce que va manipuler Kubernetes. Autrement dit, ça va être un ou plusieurs containers qui sont dans un pod. Donc lorsque je peux créer un pod NGX par exemple, donc je vais lancer un pod, je vais avoir un serveur web NGX par exemple, qui va se lancer. Le deployment, là, on est sur quelque chose de plus intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une notion intéressante dans le deployment, c'est le nombre de réplicas. C'est-à-dire qu'à la différence d'un pod, je vais dire, je veux lancer un deployment qui va en fait contenir 3 réplicas. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va lancer 3 pods du coup. Et évidemment, il va répartir intelligemment ces pods pour garantir un fonctionnement optimum et une disponibilité optimum. Lorsqu'on a déployé des pods et des deployments, ce qui vient tout de suite après, c'est la notion de service. Parce que lorsqu'on crée un pod, lorsqu'on crée un deployment, son existence, l'existence n'est qu'au sein du cluster. Le pod ou le déploiement, enfin l'applicatif, n'est pas publié à l'extérieur, n'est pas publié. On va utiliser donc la notion de service pour ce faire.
YAML, donc un format de fichier, on va dire, qui permet de décrire tous les objets qu'on va vouloir créer au sein du cluster Kubernetes. Que ce soit plot, deployment, tout passe par des définitions YAML en fait. Là, je vous ai mis par exemple sur la gauche un exemple de définition de définition d'un déploiement. Donc, vous voyez, vous allez retrouver le kind. En fait, c'est ce qui définit finalement l'objet sur lequel on va travailler. Donc, le déploiement, comme je vous le disais, on va lui indiquer un nombre de réplicas. Donc là, en l'occurrence, 3 pods, donc 3 pods qui tourneront sur le cluster Kubernetes. Ici, on voit que dans ce pod, en fait, un serveur Nginx qui va écouter sur le port 80. Donc, en fait, tous les objets, comme je vous le disais, hein, se décrivent via ce type de fichier. Je vous parlais aussi donc comment dire de la capacité d'étendre en fait l'API serveur de Kubernetes et c'est là qu'on parle de CRD en fait, Custom Resource Definition. C'est ce qui permet en fait d'implémenter de nouveaux objets, de surcharger cette API et du coup on retrouvera d'autres kinds qui correspondront donc aux ressources qu'on a implémentées. Namespaces, c'est une notion aussi. Alors c'est le premier rempart finalement avant de faire des bêtises avec un cluster, c'est la capacité en fait de pouvoir cloisonner les différents projets ou les différents applicatifs. C'est vraiment le tout premier niveau de cloisonnement. J'ai malheureusement trop vu en fait parfois trop vu des déploiements en fait dans le namespace default, c'est-à-dire que par défaut hein, évidemment lorsqu'on vient d'installer son cluster Kubernetes, naturellement on va avoir un namespace default et si on ne fait rien, tout ce qu'on va créer, tous les pods qu'on va créer, tous les déploiements seront créés dans ce namespace et donc là déjà on se prive d'un cloisonnement qui peut être fort pratique. Donc namespaces, s'il y a un mot à retenir, c'est bien celui-ci. Helm, c'est quelque chose, donc les Helm et les Helm charts, c'est quelque chose dont vous allez entendre parler et ça devient un standard hein, pour déployer un applicatif sur Kubernetes. En fait, Helm, c'est simplement, ça offre en fait une certaine facilité, c'est-à-dire que plutôt que de créer à la main tous ces fichiers YAML, donc prenons un applicatif, je sais pas, assez simple avec des frontaux web et une base de données. Bon, si vous voulez créer tout ça, vous allez devoir créer donc soit vos pods, soit vos deployments. Vous allez devoir créer les services. Vous allez vous retrouver avec un certain nombre de fichiers à éditer. En fait, Helm va faciliter tout ça en préparant en fait déjà ces fichiers, on va dire ces fichiers YAML, et en variabilisant un certain nombre d'informations, ce qui fait qu'en fait vous n'avez juste à rentrer, à définir, enfin à positionner en face des variables euh, les, euh, les propriétés qui vous intéressent. Alors si on prend par exemple là dans un déploiement, on pourrait très bien imaginer on a un Helm, donc la définition d'une application complète, et en fait nous dans un fichier de variables, on va simplement rentrer je veux combien de réplicas, j'en veux 3. Voilà, donc en fait il y a une sorte d'abstraction, c'est-à-dire qu'on va peupler des variables et derrière en fait il y a des vraies définitions qui ont été pré-réalisées et qui vont juste venir en fait peupler le Kubernetes en injectant donc les variables qu'on aura renseignées. Donc c'est un outil voilà, c'est vraiment une manière standard maintenant de déployer des applications sur Kubernetes. Donc, après ce petit rappel, donc le sujet, un cloud vs on-premise. Alors j'ai mis en haut en fait une petite citation qui est assez récente, donc de Drew Bradstock, qui est donc le product leader de Google Kubernetes, hein, GKE, qui dit donc malgré 6 années de progrès, Kubernetes s'avère encore et toujours très complexe. C'est-à-dire qu'on reconnaît à demi-mot que finalement, même dans le cloud, ça reste complexe dans le sens où
Déployer, installer un cluster Kubernetes, c'est finalement très très simple. Alors c'est encore plus simple dans le cloud puisqu'on clique sur un bouton, mais on-premise, c'est finalement il y a différentes possibilités pour déployer un cluster Kubernetes. Je vous en présenterai quelques-unes. Mais en fait, la complexité, elle n'est pas forcément dans le provisionnement de ce cluster, c'est ensuite dans l'usage qu'on en fait. Donc c'est la liste, hein, la liste là des difficultés ne se veut pas exhaustive, mais c'est généralement les difficultés ou les questions qu'on va rapidement se poser lorsqu'on commence à travailler sur du Kubernetes. C'est issu en fait, évidemment de notre retour d'expérience. Donc pour être complètement transparent, on a commencé l'aventure finalement assez récemment, il y a 3 ans, où on s'est vraiment intéressé au sujet. On a commencé à se former, à benchmarker, à faire des labs, avant évidemment de commencer nos premiers projets. Et donc c'est une petite compilation, hein, de choses que vous avez ou que vous rencontrerez nécessairement lorsque vous approcherez Kubernetes. Donc, la publication, ça c'est la première chose. Et par publication, j'entends la publication de l'applicatif, c'est-à-dire j'ai déployé mon applicatif Kubernetes, dans Kubernetes, pardon, comment je vais la publier, comment je vais offrir un accès donc aux utilisateurs de cet applicatif. Dans le cloud, en fait, il y a quelque chose d'assez magique et de transparent qui s'opère, c'est que donc je vous parlais de services, hein, tout à l'heure, comme je vous disais, ça permet finalement d'exposer d'une manière ou d'une autre, soit à l'intérieur du cluster, soit à l'extérieur du cluster, d'exposer un service, un applicatif, peu importe. Et ce qui se passe en fait chez les grands clouds publics, lorsqu'on va créer un service de type load balancer, derrière, il y a un load balancer qui va être provisionné. Alors précisément, comment ça se passe chez les clouds? Est-ce que c'est une VM qui est lancée ou autre, ou un container quelque part? Ça peu importe. Mais disons qu'il y a quelque chose qui est implémenté pour les grands clouds publics qui facilite les choses. Voilà, on indique le type load balancer. Il y a une IP publique qui va être associée et tout. Il va monter un reverse proxy et tout va transiter naturellement par ce load balancer sans qu'on ait rien à faire. Ce qui n'est pas le cas en fait lorsqu'on est sur du on-premise. Lorsqu'on est sur du on-premise, en fait, si on essaye de définir un service de type load balancing pour pouvoir justement publier son service, ce qui va se passer en on-premise, c'est que ça va rester un pending, l'état va rester un pending, tout simplement parce que il n'obtiendra jamais le retour. Ça y est, j'ai créé le load balancer dont tu as besoin. Donc c'est quelque chose qui ne fonctionne pas en fait. Qui peut être implémenté, sachant que alors ça s'appelle un contrôleur, hein, donc les contrôleurs, on peut implémenter des contrôleurs. Bon, c'est écrit en Go, voilà, c'est quand même, enfin c'est pas ultra évident, j'aurais tendance à dire. Heureusement, il y a des alternatives, c'est-à-dire que vous entendrez parler de Ingress MetalLB, c'est peut-être déjà le cas, qui permettent d'apporter déjà des premiers niveaux de réponse, c'est-à-dire qu'on va avoir la capacité de définir des règles qui vont permettre à l'extérieur d'accéder aux applicatifs. Ensuite, on peut aller dans des choses un peu plus sympas, un peu plus on va dire alors automatisé, c'est pas le terme, mais des choses un peu plus robustes. Par exemple, hein, vous avez un contrôleur pour toute la partie F5 qui va permettre de manipuler les objets F5. Donc voilà, plusieurs possibilités, mais ça c'est quand même une différence majeure. Ensuite, ce qui se pose tout de suite comme sujet, généralement, c'est la notion de stockage, parce que, comme je le disais avec Docker, et c'est vrai aussi avec Kubernetes, le fonctionnement comme ça, nominal, c'est du stateless, c'est-à-dire que potentiellement, on n'a pas besoin de volume, enfin, on n'a pas besoin.
euh, comme je le disais, par nature, un container ou un pod a vocation à être détruit, recréé, ce qui fait qu'évidemment, hein, lorsque le container est détruit, bon, bah, sont les données qui ont été créées ou voilà, manipulées au sein de ce container vont disparaître avec ce container. Et c'est pour ça qu'on va parler de volume persistant, puisque effectivement, si l'approche de Kubernetes Borg, c'est vraiment de la répartition de workload, lorsque on s'est approprié en fait comment dire, hop, excusez-moi, j'ai perdu le fil parce que j'ai pensé à deux choses en même temps. Oui, voilà, lorsqu'on s'est approprié Kubernetes pour y déployer des choses, des applicatifs web, d'autres applicatifs, bon bah là, nécessairement, on sent bien qu'il y a besoin d'un volume persistant quelque part, c'est-à-dire ne serait-ce qu'une base de données. Si on persiste pas les données, ça risque de devenir rapidement très compliqué. Et donc, va parler de ce qu'on appelle donc les volumes persistants qui peuvent en fait adresser différents types de stockage. Alors l'avantage lorsqu'on est dans le cloud, c'est qu'on a un large panel de types de stockage, hein, que ce soit chez Amazon ou chez Azure. Donc on aura du bloc, on aura du NFS, on aura du S3, on aura un ensemble de choses. Évidemment, il s'arrange pour que tout ça soit assez bien fusionné. Et d'ailleurs, en fait, je vous en parlerai après avec les bases de données. On-premise, alors il y a un choix. Alors après, ça dépend aussi de ce qu'on a besoin de faire. Est-ce que ces données doivent être partagées ou non? Alors, lorsqu'on doit partager des données entre différents containers, bon, entre différents pods, la solution la plus simple, c'est bien entendu NFS. Solution qui est rapidement facile à mettre en œuvre et qui fait bien le travail. Il y a quelques petites choses qu'il faut savoir, c'est-à-dire que lorsqu'on va, enfin le défaut d'un volume NFS, c'est que on va pas pouvoir contraindre. Si par exemple vous provisionnez, je sais pas moi, un serveur NFS avec 100 gigas, on pourra pas contraindre une restriction au niveau des pods. C'est-à-dire on pourra pas dire bon bah tu vas provisionner, tu vas juste utiliser 10 gigas sur ces 100 gigas, ça c'est pas possible. C'est-à-dire que si on provisionne un volume NFS de 100 gigas, bah on aura beau demander de ne pas consommer plus d'espace. Enfin voilà, il y aura pas de limitation. Il faut savoir que Kubernetes supporte une vingtaine de plugins différents. Alors ça, c'est très bien, mais après, faut-il encore qu'il y ait l'infrastructure en face. C'est-à-dire que, bon, il y a différentes possibilités, hein. Donc, on peut très bien utiliser de l'iSCSI, on peut très bien monter des volumes vSphere. On peut faire, voilà, on peut faire vraiment euh, un ensemble de choses, donc aussi du Ceph, hein, évidemment, Gluster FS, mais encore faut-il voilà, avoir l'infra en face. Si on l'a pas, il faut la mettre en œuvre, et puis oui, ça fait une nouvelle solution à administrer. Donc ça, voilà, ce sont des choses hein, qu'il faut vraiment poser dès le début. C'est mon sentiment. La notion de supervision et de logs, c'est-à-dire que, étant donné qu'on se retrouve dans quelque chose de très mouvant, où finalement les pods peuvent tantôt tourner sur un nœud, se déplacer sur un autre nœud, et on n'a pas le contrôle. C'est-à-dire que pour une raison ou une autre, si Kubernetes a envie de déplacer un pod, il va le faire. Enfin, on n'aura pas nécessairement la main. Et donc avec ces notions ce côté éphémère, faut faire assez attention. Et finalement, la complexité, c'est que si on n'a pas là une idée ou enfin une solution de centralisation de log, ça va être compliqué de suivre tout ça parce que tantôt il va tourner sur un nœud, puis disparaître et se relancer sur un autre nœud. Parfois, on va avoir peut-être un seul pod et avec le principe de la mise en œuvre de la scalabilité, bah, finalement, on va peut-être se retrouver avec 5 pods. Donc, on ne supervise plus, on n'analyse plus les logs d'un seul service, mais de 5 services. Donc, c'est assez mouvant et les solutions traditionnelles de supervision ont forcément un peu de mal avec ça, parce qu'on est plus voilà, généralement dans le déclaratif. Hein, et donc là, on est sur quelque chose de mouvant. Donc, il faut absolument installer des solutions qui vont faire le job lorsqu'il s'agit de parler de supervision et de centralisation, enfin de management logs dans le cadre d'un cluster Kubernetes.
Dans les clouds publics, vous trouverez des outils de monitoring. Alors souvent, il y a des coûts supplémentaires, hein. Je pense à CloudWatch notamment. Donc les métriques Kubernetes, ce sont des métriques custom et les métriques custom engendrent des coûts. Enfin, voilà. Bon, il faut quand même garder l'esprit qu'ils apportent un début quand même, un début de réponse. Vous retrouvez pas avec un cluster Kubernetes from scratch et puis sans rien. Donc ils apportent quand même certaines facilités. Et on-premise, donc, comme je vous le disais, il va falloir se doter à un moment où soit utiliser une solution qui est déjà en place de centralisation de log ou une solution de monitoring peut-être qui est déjà en place. Mais ça, en fait, ça va dépendre de la méthode de déploiement. On peut très bien déployer un cluster Kubernetes from scratch, c'est-à-dire on ferait que de l'orchestration de workload presque. Et ensuite, on va pouvoir implémenter les différents applicatifs parce que le monitoring, ça va être quoi? Au sein d'un cluster Kubernetes, ça va être un ou plusieurs pods, donc des applicatifs qui vont assurer la partie monitoring. Pareil pour le log, on va déployer des pods qui vont prendre en charge donc toute cette mécanique de centralisation, de parsing de log. Euh, donc en fait, on peut partir d'un cluster Kubernetes from scratch, tout implémenter, tous les éléments, ou alors on peut aussi utiliser des solutions qui permettent en fait de déployer, on va dire, comme un bundle, ou du moins des solutions qui vont faciliter le déploiement de ce type d'outils, lorsqu'on parle de supervision et de logs, notamment. Je vais vous en parler après. La sécurité, alors la sécurité, forcément, ça rentre rapidement en compte parce la sécurité, c'est la sécurité sur sur toute la chaîne. C'est donc la sécurité du cluster déjà en lui-même, hein, comme je vous l'ai dit, l'élément essentiel, c'est l'API serveur. Il faut absolument, généralement, on n'expose pas l'API sur le public, hein. Alors ça peut se faire dans certains cas, mais faut que ce soit maîtrisé. Ensuite, on va voir la sécurité en termes de communication entre les pods. Par défaut, tous les pods potentiellement peuvent communiquer entre eux. C'est peut-être pas là c'est pas forcément une best practice. Ensuite, on va s'intéresser au chiffrement. Il faut pas penser que voilà, mon cluster Kubernetes il est sécurisé, donc je peux déployer des pods et je mets pas de chiffrement et je mets pas d'authentification et puis tout va bien se passer. Non, il faut vraiment s'y intéresser. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Et ensuite, il y a le nerf de la guerre, c'est les images, parce que il faut pas oublier que finalement, on ne fait qu'exécuter des containers qui chargent les images qu'on a préalablement créées. Et là, c'est vraiment effectivement le nerf de la guerre, puisque lorsqu'on va télécharger, lorsqu'on va récupérer une image ou lorsqu'on va se baser sur une image sur Docker Hub pour construire son propre service ou sa propre application, d'une certaine manière, on est obligé de faire confiance à l'auteur de cette image, ou alors il va falloir investiguer pour voir comment elle a été créée. Mais voilà, il y a quand même un niveau de confiance. Et quand on voit tout ce qui se passe à l'heure actuelle, je dis que la confiance, bon, il faut quand même, je pense, voilà, faut être assez vigilant. Et c'est pour ça que dans les best practices ou dans les recommandations, c'est de systématiquement, à minima, utiliser des images officielles, hein, sont taguées lorsqu'il s'agit d'une image officielle. Et on attend un peu plus de sérieux de ces images, ou alors vraiment de construire sa propre, voilà, sa propre image, au moins pour savoir ce qui s'y trouve. Alors je vois qu'il est déjà 10h08, je vais du coup passer, alors oui, je vais vous parler rapidement des différents types de déploiement. Donc on a vraiment le bare metal où on va déployer un Kubernetes from scratch. Évidemment, c'est la manière la plus complexe de déployer un cluster Kubernetes. Et c'est observé vraiment dans des environnements où les standards de prod sont très très contraignants. C'est-à-dire, voilà, nous, chez nous, les binaires ne s'installent pas dans tel répertoire, mais dans tel autre répertoire. Bon, à un moment, quand on veut un peu trop de custom, nécessairement, on va passer par quelque chose de bare metal. Et là, il va falloir déployer les différents composants du cluster à la main. Ensuite, vous avez un outil qui s'appelle KubeADM, qui est très très utilisé. C'est une méthode d'installation simple
qui permet de déployer voilà, le cluster, donc tous les éléments du cluster que je vous ai présenté au début, mais qui ne va pas justement introduire, ne va pas installer des outils de monitoring ou le dashboard Kubernetes. Hein. Le dashboard Kubernetes, c'est voilà, comme on l'imagine, c'est un dashboard qui va représenter l'état de votre cluster avec la consommation de ressources. Tout ça, en fait, il n'y aura pas. Il faudra les installer par la suite. Alors, généralement, justement, hein, ça va se passer par Helm, comme je vous le disais, puisque c'est quelque chose qui facilite enfin, qui facilite grandement, pardon, l'installation d'applications dans un cluster Kubernetes. Rancher, alors ça, c'est une méthode que nous utilisons beaucoup aussi. Rancher, c'est un... Pardon? Ah non, je croyais que quelqu'un avait parlé. Donc Rancher, en fait, c'est un outil qui va permettre de déployer donc des clusters Kubernetes aussi bien sur des infrastructures VMware que sur des clouds publics. Donc c'est vraiment c'est vraiment pour ses capacités de déploiement. Je pense que voilà, c'est un outil vraiment vraiment sérieux, simple, efficace, sécurisé. Enfin, ça, je vais pas faire la presse là de Rancher, mais on pourrait en discuter. Il a beaucoup d'intérêt et il va lui faciliter aussi le déploiement d'applicatifs, hein, puisqu'on va pouvoir passer via une interface et déployer les applicatifs qui nous intéressent. Et ensuite, pour la partie on-premise, alors là, on a donc les gros éditeurs. Hein, donc, vous allez retrouver Tanzu chez VMware, Cisco Container Platform chez Cisco. Donc là, on est vraiment sur entre guillemets sur du lourd. J'aurais tendance à dire que ça s'adresse plutôt aux grands comptes parce que là, dès qu'on parle de Tanzu, tout de suite, ce qui est mis en avant, c'est les géoclusters, possibilité de gérer des milliers de clusters. Donc voilà, c'est très bien. Après, des fois, ce que je pourrais reprocher, c'est on se trouve un peu embarqué dans des solutions un peu propriétaires. Hein. C'est-à-dire qu'on va devoir utiliser certains outils qui sont spécifiques et qu'on ne retrouvera que sur ces différentes implémentations ou distributions de Kubernetes, on l'appellera comme on veut. Donc voilà différentes méthodes pour aller au Kubernetes on-premise. On va passer sur des use cases, donc les retours, voilà, ce qu'on a pu quelques sujets là qu'on a pu adresser chez les clients. Sur la partie gauche, c'est un peu les thèmes du sujet, les thèmes du projet. Donc ce premier use case, c'est un acteur dans le domaine de l'assurance. Dans les éléments importants qui nous concernent, l'environnement, c'est essentiellement une infra virtualisée sous VMware. On a du F5, on a du GitLab pour la partie repository du code. Et en fait, ce qui s'est passé pour ce client, c'est que donc il y a eu un besoin urgent, hein, qui a été confié à des développeurs et ce besoin a été maquetté, développé donc sur AWS pour des raisons pratiques. Et lorsque ce développement a été terminé et validé, et qu'il a été livré donc à la DSI, le problème c'est que forcément, disons que la DSI ne s'était pas encore lancée dans l'aventure Kubernetes. Docker, il y avait juste ils avaient une compréhension de Docker, mais c'était finalement très léger. Donc, ce qu'on a dû faire déjà dans un premier temps avec ce client, c'est bien expliquer l'ensemble de la chaîne. Donc, qu'est-ce que c'était que Docker, voilà, quel était le rapport avec Kubernetes. Ensuite, on a rajouté la couche Rancher. Donc, il a fallu bien évangéliser les choses. La DSI s'était engagée à fournir le service, c'est-à-dire qu'effectivement, à l'heure actuelle, on n'est pas capable de lancer ce qui a été développé, mais on va mettre en place l'infra qui va bien, et donc c'est à ce niveau-là, bien entendu, qu'on est arrivé. La complexité, c'était aussi de faire comprendre aux clients que Kubernetes, c'est pas quelque chose de magique, comme on disait. Voilà, on peut déployer facilement un certain nombre d'applications. Là,
le sujet, c'était des microservices déployés voilà, par des développeurs que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Et son ambition, c'était de dire, bon, bah voilà, donc a priori, hein, Kubernetes, Rancher et tout ça, c'est génial. Donc montrez-moi comment en un clic, je vais pouvoir faire rentrer ce que me donnent ce que me livrent mes développeurs. Bah, il a fallu encore une fois expliquer que c'était malheureusement, c'était pas non plus aussi simple. C'est-à-dire que si on n'a pas un Helm ou si on n'a pas une définition qui est déjà existante, on va pas pouvoir publier comme ça, enfin déployer ce microservice euh, par magie. Euh, voilà, donc on a dû prouver, ce qu'on a fait, à la base c'était un POC, on était parti sur un POC, le POC c'était Kubernetes on-premise, voilà. Et ensuite, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a complètement dévié, on a réorienté en fait le projet parce que le client partait d'un peu trop loin et qu'on s'est dit bon, il faut absolument qu'on lui explique de A à Z comment ça marche. Et le meilleur, finalement, la meilleure façon de le faire, c'était de se dire bah écoutez, donnez-nous un ou deux microservices, donnez-nous ce que vous ont livré, livré les développeurs et on va travailler sur toute la chaîne, c'est-à-dire toute la chaîne de CI/CD. C'est-à-dire que votre développeur, il fera comme sur AWS, à un moment, il va enregistrer, il va pusher son code dans un Git, par exemple, et là, ça va déclencher un pipeline, et ça va être finalement la cible, ça sera déployé sur Kubernetes. Donc, et finalement, voilà, donc ça s'est très bien passé, c'est-à-dire que on a, en partant de quelque chose, on partait d'un sujet simplement le Kubernetes on-premise, on s'est rendu compte que le client finalement ne maîtrisait pas forcément le sujet, donc on l'a accompagné jusqu'au bout, c'est-à-dire se dire, bah voilà, ok, très bien, donc on prend le microservice, on fait toute la chaîne, comme ça vous aurez un socle pour accueillir les futurs microservices. Donc c'est quelque chose qui est en cours de son côté, puisque là l'avantage en plus c'est on l'a rendu plutôt autonome. La complexité, hein, c'était multilangage. Là on a du Python, mais potentiellement il faut qu'on soit capable de déployer du PHP, du Java. Bon, on a expliqué comment tout ça marchait et pourquoi c'était pas aussi simple, mais en revanche, on lui a expliqué comment le mettre en œuvre et c'est ce qui était en train de se passer. La sécurité, je vais faire vite, mais voilà, on a essayé aussi, comme je vous le disais, hein, la sécurité, il y a tous les états, protection du cluster, les échanges entre les pods et puis l'image elle-même. Voilà, donc on l'a aussi orienté, conseillé sur cette partie-là. Par exemple, dans une chaîne de CI/CD, ce qu'il est bien, c'est d'avoir une solution type Sonar Cube. C'est une solution là qui va en fait analyser la qualité du code en fonction de certaines règles qu'on va pouvoir définir. On va pouvoir utiliser des solutions comme Trivi de chez Aquasec qui elle va s'intéresser directement aux containers, c'est-à-dire qu'elle va scanner en fait toutes les librairies, tous les éléments qui sont déployés dans le container et comparer ça avec les différentes bases de failles connues, toutes les CVE. Donc, c'est des mécanismes qui sont très importants à mettre en œuvre. Euh, donc, euh, donc voilà, on a poussé, on a mis en place tout ça et là, ça roule. Donc, pour moi, le sujet, c'était déployer des microservices dans notre cluster Kubernetes on-premise. La démonstration est faite, le sujet est enclenché. Et donc c'était un premier retour très positif. Donc un autre acteur dans le domaine de la finance, alors là, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que la transition vers vers les grands clouds publics, je les ai cités, hein, ils vont être un peu, ça va être de l'hybridation, donc Azure et AWS. Donc la transition vers le cloud est engagée, c'est-à-dire qu'elle est en cours de définition, tout est en train d'être spécifié pour qu'évidemment tout soit poussé correctement dans le cloud avec toute la sécurité, enfin tout ce qu'il faut en fait, hein, pour que ça se passe pour que ça se passe bien. Seulement, bah, entre-temps, un besoin de containerisation, un besoin Kubernetes est arrivé donc dans la danse, mais hors de question pour le client de se dire bon bah tant pis pour Kubernetes, on va le pousser directement dans le cloud et puis c'est pas grave. Non, là, finalement, la solution qui a été retenue, c'est
de mettre en œuvre un Kubernetes on-premise. Donc là aussi c'est notamment du Rancher hein, qui a été déployé. Et ensuite de construire autour de ça une plateforme d'orchestration cloud qui permettra à terme de migrer tout ce qui aura été intégré dans le cluster on-premise vers AWS. C'est-à-dire que là, finalement, le cluster on-premise va avoir une existence éphémère, le temps que tout soit consolidé, que tout le monde soit prêt pour pousser dans le cloud. Parallèlement, il prépare donc la migration des éléments, des applicatifs qui ont été déployés sur ce cluster vers AWS. Donc c'est un sujet, un projet. Alors on n'est pas les seuls sur ce projet, mais voilà, c'est un sujet vraiment très enrichissant et c'est vraiment intéressant de pouvoir y participer. Donc, vous voyez un use case, hein, là, on est carrément sur le Kubernetes éphémère. Autre use case, donc ça, c'est un client qui est chez nous depuis 5 ou 6 ans. Donc c'est une agence web qui livre hein, du site web ou des applicatifs, des sites e-commerce clé en main à ses clients. Il compte aujourd'hui environ 7000 clients. La particularité de ce client, bah, c'est on avait dû en fait de notre côté développer une couche entre son back office, entre son ERP et le IaaS sur lequel était déployée son infrastructure pour orchestrer tout ça. C'est-à-dire que en fait l'API qu'on a développée, alors maintenant que je devrais qualifier de old school, hein, parce que l'API bon bah va provisionner des machines VMware lorsqu'on y en a besoin. Ensuite on va déployer du DNS, des serveurs web, des adresses mail, enfin voilà, ce que fait ce que fait un OVH par exemple. Hein. On n'est pas dans les mêmes volumes, mais on est sur la même chose. Seulement, voilà, on a identifié hein, des axes d'amélioration, notamment donc sur toute la chaîne CI/CD, puisqu'on est on est sur quelque chose d'old school, c'est-à-dire que les sources sont déployées par les clients sur un FTP. Enfin, voilà, on n'est vraiment pas on est vraiment pas, voilà, il n'y a même pas de Git. Enfin, ça va l'être, hein. C'est-à-dire qu'on était en mode plutôt old school. Là, clairement, Kubernetes s'y prête très bien. Donc tout a déjà été maquetté. On a quelques ateliers à réaliser là dans les prochaines semaines et ensuite on va lancer donc cette migration. Donc Kubernetes, dans ce contexte-là, bah, va nous permettre de mettre en place une vraie chaîne de CI/CD, c'est-à-dire que de leur côté, ça va leur demander un effort. Hein. Ils vont oublier le FTP, ils vont passer sur Git. Tout ça est en chantier. Donc, pour qu'on justement on optimise, on améliore bah, la capacité de déployer leur site web ou site e-commerce. Et au-delà de ça, nous, c'est aussi au niveau de l'API que que ça nous a servi. Tout simplement, puisque bah, on est dans un contexte où on est sur un gros bloc qui, voilà, l'API quand même est assez costaud. Hein. On est sur un gros bloc et effectivement, lorsqu'on va faire des modifications, eh ben, on va toujours se poser 2 fois la question avant de faire des modifications. Parfois, on va juste avoir besoin d'aller modifier quelque chose sur la partie DNS, par exemple, voilà, un SPF commun, un enregistrement SPF commun qu'il faudra par exemple rajouter à toutes les zones DNS. Bon, bah, du coup, on va aller modifier une micro-chose qui potentiellement pourrait avoir un impact. C'est-à-dire, voilà, on sait bien, hein, le développement, ça peut être source d'erreur, source de bug. Euh, Pardonnez-moi. Voilà, donc d'où l'objet de se dire, là on est vraiment dans le découpage, hein, dans le découpage, se dire bah je vais saucissonner mon applicatif pour pouvoir faire évoluer mon applicatif sans systématiquement remettre en cause l'ensemble. Donc on va aller modifier des microservices qui sont autonomes. Nous en l'occurrence là on va avoir un microservice spécialisé pour la partie DNS qui gérera absolument tout ce qui concerne le DNS. Donc voilà, et du coup, on sera moins réticent lorsqu'il s'agit de faire des mises à jour, pardon.
Je voulais aussi parler un peu. Alors d'échec, c'est pas notre échec en fait, mais c'est l'importance de bien se préparer, de bien tout poser avant de se lancer dans un projet Kubernetes. Là, on a l'exemple catastrophe en fait. Euh, Là clairement microservices Kubernetes a été choisi parce que c'était hype, c'était tendance. Donc voilà, il fallait absolument se mettre sur ce sujet. Alors pas nous, hein, en fait, donc c'est un acteur dans le domaine de la maintenance, plus particulièrement maintenance des ascenseurs, avec une direction très jeune, voilà, très, comment dire, très attaché à travailler sur les dernières technos. Sauf que voilà, ils ont lancé un découpage assez aberrant de leur applicatif, hein. Donc, je vous ai parlé de maintenance d'ascenseur. Donc, de mémoire, on avait un microservice qui gérait les résidences, un microservice qui gérait les bâtiments, un microservice qui gérait les ascenseurs. Bref, à un moment, il faut découper par fonctionnalité, mais intelligemment, puisque là, ils se sont retrouvés dans un sac de nœuds, mais monumental. Et encore une fois, sans même se renseigner sur les best practices, puisque lorsqu'on va se retrouver avec allez, 40 microservices, il faut savoir que bah, les microservices vont appeler d'autres microservices. Enfin, on arrive dans un chaînage assez complexe, et si on prend pas certaines précautions, ça peut devenir catastrophique. C'est-à-dire que donc le troubleshooting que je vous expliquais tout à l'heure, hein, les pods se déplacent. Donc là, imaginez, vous avez 40 microservices qui poussent à droite, à gauche, qui bougent en permanence. Bah, pas de centralisation de log. Donc déjà, enfin, je veux dire, pour aller chercher des informations, c'est assez compliqué. La notion de court-circuit, en fait, de circuit de breaker, enfin, cette notion de pouvoir isoler en fait des microservices qui seraient défectueux. Bah là, il y avait aucun mécanisme parce que, comme je vous le disais, hein, il faut pas considérer que voilà, j'ai poussé mes microservices, et puis alors Kubernetes va s'assurer de la disponibilité absolue de ce microservice. Il peut très bien y avoir un bug qui s'est glissé, qui n'a pas été découvert, et puis qui surgit, et qui fait que finalement, bah, des requêtes bah, vont commencer par exemple à s'empiler et à finir en timeout. Donc au début, ça commence par un microservice, et puis ensuite, le microservice qui sollicite ce microservice, bah, il va commencer à avoir aussi ces requêtes s'empiler. Et du coup, on arrive dans un truc monstrueux. C'est un cascading où tout se bloque en fait. Et alors là, si on n'a pas les bons outils pour savoir où se trouve le problème, et ben, ça devient très, très compliqué. Et au-delà de ça, lorsqu'on est dans un environnement où on a vraiment beaucoup de microservices, on va parler de notion de service mesh, pardon, qui justement viennent apporter un ensemble d'éléments qui sont indispensables, notamment la capacité donc de mettre en œuvre des circuit breakers pour isoler donc les microservices défectueux. Le service mesh va aussi, alors ça dépend des implémentations, mais va permettre d'injecter des defaults, enfin des latences par exemple, simuler qu'un service répond moins bien pour voir comment toute la chaîne se comporte. Il va prendre en charge aussi l'authentification, parce que là, c'est pareil, hein, il n'y avait aucune authentification, donc tous les microservices pouvaient discuter entre eux sans pas de chiffrement, pas d'authentification, rien du tout. Bah, une implémentation de service mesh va permettre de prendre en charge aussi l'authentification pour avoir quelque chose de standard où tout va se passer de la même façon. Donc, en fait, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on a ce qu'on appelle un sidecar, quoi. Enfin, c'est dans un pod, il y a un nouveau container qui va être intégré et qui va prendre en charge bah, tous les aspects de chiffrement, d'authentification. Comme ça, on déporte, on sort de l'applicatif ces informations. Enfin, on sort de l'applicatif ces notions-là, puisque ce qui fait la force des microservices, c'est de se dire, ah bah, c'est génial parce que finalement, il y a plein de développeurs qui peuvent travailler, et puis sur des langages différents, puisque de toute façon, on va discuter via API. Mais bon, si on met pas un minimum de choses, de normalisation, voilà, si on réfléchit pas, bah, évidemment, on se rend compte qu'on va arriver dans quelque chose de complètement voilà, sans contrôle, où chacun va s'authentifier comme il veut. Enfin bref, ça peut pas fonctionner, quoi. Donc, beaucoup microservices dit service mesh.
Comme je vous le disais, donc, mon équipe est composée de 14 personnes. Alors là, on se focus à la fois sur la partie développement avec Kubernetes, parce qu'on voit bien qu'on est quand même dans du déploiement applicatif. Donc, on développe aussi, on développe en PHP, en JavaScript, en Python, ce sont nos trois langages de référence. On utilise des frameworks plutôt très répandus, comme Laravel, React.js, Angular. CI/CD et tout ce qui est CI/CD, industrialisation, automatisation, ça nous parle beaucoup aussi. On travaille beaucoup autour des solutions GitLab, Jenkins, Ansible pour toute la partie industrialisation, automatisation. Et sur la partie Kubernetes, donc nous intervenons en conseil. On intervient évidemment, on vous propose de réaliser des POC autour de ces solutions. On fait bien entendu de l'intégration, hein, on déploie des clusters Kubernetes on-premise, et on est capable aussi de prendre en charge l'administration et l'exploitation de vos clusters Kubernetes qu'ils se trouvent on-premise ou sur AWS, pardon. Donc 14 personnes, 50% dev, 50% ingénieurs open source. C'est-à-dire que ce que je vous cite ici, alors là on parle de Kubernetes, mais évidemment on touche à de nombreuses briques, open source. À l'heure actuelle, j'ai 2 certifiés de la Linux Foundation et on est quatre à être formés donc sur la partie Kubernetes. Écoutez, voilà, il est 10h29, donc je pense que j'ai pris un peu trop de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a commencé un petit peu en retard, Davy. De toute façon, merci beaucoup, Davy. J'espère qu'on a réussi à garder tout le monde. On a même gagné quelques invités au cours de ta présentation. C'est le moment de prendre la parole. Si vous avez des questions, Davy est dispo, là, donc profitez-en. A priori, c'était super clair, Davy. Bah, j'ai l'impression. Ou alors pas du tout, mais... Ou alors pas du tout, c'est ça. Pour votre information, vous recevrez le replay de cette présentation la semaine prochaine. Et puis, on vient d'avoir une question. Ah si, il y a une question, je pense, là. Ouais. Ouais. Alors... Alors, tu peux la lire, s'il te plaît, Davy? Alors, comme je disais, oui, donc bonjour, si Docker n'est plus maintenu par Kubernetes, quelle solution de containerisation? Alors, Docker n'est pas maintenu par Kubernetes, mais disons que Kubernetes ne va plus supporter Docker, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus faire tourner des containers avec Docker sur Kubernetes. Et comme je le disais, en fait, les solutions de remplacement qui se dessinent, la première, je citerai Containerd. Donc Containerd, mais c'est quelque chose que je pourrais éventuellement rajouter. Et il y a aussi Cryo. Voilà, mais il faut pas s'inquiéter, c'est-à-dire que Docker de toute façon lui va continuer à exister, puisque une des fonctionnalités quand même très importantes de Docker, c'est la capacité de pouvoir créer des images. Ensuite, que le runtime change sur Kubernetes, c'est pas grave, parce que bien entendu, les images qui ont été créées avec Docker pourront être exécutées via Containerd. C'est pas un problème en fait. Est-ce que ça a répondu à votre question? Ça a l'air, c'est bon. Ok, super. Merci Olivier. Est-ce que ça inspire d'autres questions? Donc, comme je vous disais, en attendant de voir si il y a d'autres besoins. Donc le replay la semaine prochaine. Vos commerciaux, donc on a de présent Vincent, Romain, Thomas, sont également à votre disposition pour répondre voilà, à vos enjeux Kubernetes dans l'année. Comme Davy vous l'a expliqué, on a vraiment une équipe spécialisée sur le sujet et les use cases commencent vraiment à prendre de l'ampleur. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Et puis, je pense qu'on réitérera cet exercice de masterclass sur ce sujet ou un autre, Davy, puisque tu es hyper à l'aise. Parce que là, toute la complexité de l'exercice est d'adresser... Voilà, donc peut-être des points précis. Enfin, voilà, on verra ça. Ok. Eh bien, si c'est bon pour tout le monde, je vous remercie encore pour votre participation. Merci, Davy. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Ah, il y a Dixie qui a une petite question de dernière minute, Davy. Oui, bien sûr. Alors justement... Je te laisse la lire, s'il te plaît.
Ouais, c'est donc face à la complexité de mettre en place une solution Kubernetes, c'est ce que GKE a prévu des évolutions des outils. Alors oui, justement, et en fait, c'est vrai que je l'ai pas indiqué, mais la citation que j'avais prise, donc qu'après 6 ans, bon bah Kubernetes restait malgré tout complexité. Bah, c'était à l'occasion en fait de la présentation d'Autopilot. Donc une solution justement qui rajoute une surcouche et qui va facilité, c'est-à-dire que en fait la complexité c'est que là finalement sur GKE notamment si la vision qu'on a du cluster Kubernetes c'est le cluster, on voit pas trop ce qui se passe au niveau des pods, c'est pas le sujet, on voit l'état du cluster Kubernetes et en fait Autopilot va aller au-delà, c'est-à-dire que il va donner vraiment une visibilité sur plus de visibilité sur les pods, il va aussi prendre en charge la scalabilité des nœuds, c'est-à-dire que lorsque mes ressources commencent à être limitées, bah, il va avoir la capacité de produire un nœud, un worker supplémentaire. Donc oui, il y a bien une surcouche et elle s'appelle Autopilot. Dixie, est-ce que ça a répondu à votre question? Oui, oui, merci beaucoup. Effectivement, c'est la réponse que j'attendais plus ou moins. J'espérais une telle réponse, parce que j'ai entendu parler rapidement. C'était hier où j'ai vu un article passer autour de Autopilote, et je n'ai pas eu l'occasion d'aller regarder, mais je me disais, bon, par rapport à cette situation, est-ce que c'est une réponse à ce problème qui a été soulevé lors de la présentation? Donc, merci. C'est une première réponse. Et regardez côté Rancher. Alors Rancher, c'était pas forcément le sujet d'aujourd'hui, mais justement, Rancher apporte aussi beaucoup de facilité. Lorsqu'il s'agit, là, bon là, on parle de GKE, mais lorsqu'il s'agit de positionner un cluster Kubernetes on-premise, lui, il apporte énormément de choses, et notamment la capacité de pouvoir faire scaler son cluster Kubernetes en provisionnant des nœuds automatiquement et tout. Donc c'est vraiment une solution très riche. Ok, ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Dixie. Eh bien, nous ne sommes plus que 7. Est-ce que Olivier, François, Julien, Dixie, Chloé, c'est bon? Pour moi, c'est bon. Super. Parfait. Parfait. Eh bien, merci à tous et bonne journée. Au revoir.